Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Qu'est-ce que les en fait? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Salut tout le monde, bienvenue à une activité de discussion, je sais pas comment appeler ça, ça me tentait de te jaser, fait que tout le monde, Steve Dallaire, merci, merci d'être là, je veux faire des discussions avec des fans de musique en tout genre, puis t'as ta chaîne Dallaire 3345 sur YouTube, puis je vais commencer par te poser la question, comment tu te présenterais toi? Tu comprends ça? Chroniqueur de musique. C'est sûr que je connais plus le métal, mais j'écoute un paquet de musique. Mettons que ma collection de CD et de vinyle, c'est hyper varié. J'écoute du jazz, j'écoute du hip-hop, j'écoute du métal, j'écoute du québécois. Bref, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Autant que ce soit de la bonne musique, d'habitude, j'embarque. Ma première question, c'est quoi les genres de musique que t'es pas pantoute capable? Présentement, là, la vague country, je suis pas capable. Hey, ça... Moi, j'aime le country, mais la vague country sur laquelle tout le monde embarque en ce moment, c'est la fucking merde. Ouais, il y a eu du bon country, mais tu connais Doug McGee, l'ancien gérant de Motley Crue, Bon Jovi, qui est pas encore gérant, je pense, de Kiss, par exemple, mais là, ils font plus grand-chose, oui. Kiss. Doug McGee, lui, présentement, ne gère, à part Kiss, ne gère que des bandes country, parce qu'il dit, les bandes country d'aujourd'hui, c'est les rockstars des années 80. Il a raison, le tabarnache, mais ça fait mal au cœur, parce que le country d'aujourd'hui, il fait mal au cœur. Mais écoute, tout le monde embarque là-dessus. Post Malone, tout le monde embarque sur ce train-là, puis moi, je suis comme, arc. Tu sais, si t'es bon dans ce que tu fais, essaye pas des affaires de même, tu sais, juste pour avoir la faveur du moment, tu sais. Je trouve ça, ça pue le cash. Oh, ça, tu t'aurais pu arrêter à ça pue. Le cash était peut-être pas nécessaire. Mais là, toi, dans le fond, c'est ça. Je vais te présenter au monde. T'as ta chaîne YouTube qui s'appelle Dallaire 3345. C'est là-dessus que je t'ai connu. Histoire vraiment inside que tout le monde s'en calisse, mais je vais en parler pareil. Je suis ami avec Lucas Berthollet, je pense que tu connais. Qui est une légende au Saguenay. Lequel? Lucas Berthollet. Ben oui. Ah, c'est ça. Il est une légende au Saguenay. Il fait de la lutte en plus. Il y a un personnage de lutte, tu sais, qui s'est pété à la gueule dernièrement, je pense. Là. J'ai vu des photos de lui à l'hôpital. Puis il avait partagé des vidéos de ta chaîne. Puis moi, dans le temps, je faisais Metal Gras, je faisais des critiques. Puis tout, je me dis, Christy, il fait exactement ce que je faisais dans le temps. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que je me suis dit, il va falloir que je jase à ce gars-là un jour. Fait que c'est pour ça que t'es là. Ben écoute, merci de l'invitation. Puis en passant, Lucas, c'est un de mes meilleurs amis. Moi, je suis commentateur pour la lutte à laquelle il participe. Donc, je fais ça de temps en temps. Il va sûrement écouter éventuellement. On le salue. Toi, t'as commencé avec... Ça, tu me parlais tantôt de Boulevard Brutal. Boulevard Brutal, ça, c'était une page Facebook. Il devait avoir il y avait un site Internet aussi de relié à ça, hein? Absolument. Il y avait un site Internet, oui. Il y avait une page Facebook. C'était très fort. Oui. Moi, c'était mon école, Boulevard Brutal, parce que à cette époque-là, j'étais plus impliqué dans la musique vraiment. J'écrivais sur un show d'humour qui s'appelle Bye Lala, qui était j'écrivais là-dessus. C'était comme Bye Bye, mais régional. Puis écoute, on travaillait 50 semaines sur 52 sur ce show-là. Donc, j'écrivais beaucoup d'humour. Puis, à un moment donné, Boulevard Brutal me dit, ils mettent sur la page Facebook, on cherche des chroniqueurs. Et puis, moi, j'ai dit, ça me tenterait, envoyez-moi une couple d'albums. Je vais faire des critiques, puis je vais t'envoyer ça. Ça commence de même. Après ça, j'ai eu une entrevue avec le drummer de Cannibal Corpse, avec Rex Brown de Pantera, avec le bassman de System of a Down, avec Vinny Appice. Tu sais, là, j'avais plein d'entrevues comme ça. C'était-tu des entrevues vidéo, puis tu réécrivais ça par écrit, ou c'était des emails? Ouais. Non, en général, on faisait ça soit par téléphone, carrément, ou par Skype dans le temps.
RIP Skype, je sais pas si ça existe Ah, ça encore. existe encore, mais c'est sûrement aussi de la cochonnerie comme c'était dans le temps. Je sais pas comment, parce que j'ai été un petit peu membre d'un site internet qui s'appelait Horns Up, puis avant ça, c'est un autre, comment que ça s'appelait l'autre site internet, Boswell? Ça a pas du tout fait longtemps. On a essayé d'être Boulevard Brutal, genre 5 ans avant, mais ça a jamais marché par manque d'intérêt de tout le monde de l'équipe. Puis comment que ça marchait dans le temps, c'était vraiment, il y avait des feeds, puis c'était, bon, tel artiste est disponible, garochez vos numéros de téléphone, puis ils vont vous dire si vous allez savoir si vous êtes accepté, puis là, t'attendais ton numéro de téléphone, des fois ça t'appelait 3 heures en retard, puis là tu répondais, Hi, it's Wolf Hoffman from Accept. OK, bon, on fait l'entrevue. Ça m'est déjà arrivé de m'amener le téléphone sonne un dimanche soir, totalement inattendu. Ma blonde répond, Hey, it's Rex Brown from Pantera. Je pense que c'est pour toi, ça. Wow. Ok, fait que t'as quand même jasé du monde vraiment intéressant là-dedans pis tout. Ouais. Comment qu'il était Rex Brown? Ben, il a de l'air assez chill comme dude. Il était très cool. Mhm. J'en ai pogné qui était moins cool. C'était Mark Morton de Lamb of God qui était... tu voyais que ça ne tentait pas pantoute. Une couple d'autres, mais en général, oui, en particulier, cette entrevue-là, c'était vraiment le fun. Vous aviez Tu sais, le jasé gars, de il quoi? donnait- Ah, c'est- Écoute, moi, je me préparais un petit peu, mais j'y allais vraiment selon la discussion. Ok. Fait que si ma main est forte, tu sais, Ah, ça c'est le comme fun. quand j'ai fait une entrevue avec le basement de System of a Down, j'avais parlé avec son agent, Mhm. puis il m'avait dit, t'as pas le droit de parler de System of a Down. Alors, je dis, OK. Heureusement, il y avait un projet solo dans ce temps-là, puis tu sais, j'avais été écouté, puis tu sais, j'avais pris des notes, puis tout. Puis quand l'entrevue a commencé, tu sais, il me dit c'était 15 minutes, pas plus. Fait que là, tu sais, évidemment, je tombe sur le sujet de son album solo. Le gars, il est content, il dit, Hey, il connaît mon stuff. Un moment donné, boum, il m'amène sur System of a Down. Ah, C'est chouette. lui qui m'a mis là-dessus. Fait que j'embarque là-dedans, puis non, j'ose, bon, j'ose. Puis un moment donné, pouf, ça coupe. Moi, je suis comme, OK, le 15 minutes est déjà fini. Là, j'ai de la musique d'ascenseur, puis ça roule, puis ça roule, puis ça roule. Un moment donné, j'attends, je dis, je vais attendre 5 minutes, des fois. Un moment donné, au bout de 5 minutes, pouf, il reprend la ligne, il dit, Hey, are you still there? Je suis comme, oui. On a continué à jaser. C'était vraiment spectaculaire, cette entrevue-là. Oh. Ça a été traduit en russe, en polonais, Ah ouais. en japonais, en chinois. C'était traduit dans toutes les langues. Ça, j'étais vraiment content de ça. Tabarnache, parce que moi j'avais. La seule affaire qui avait été publiée dans qu'est-ce que j'ai fait, c'était. J'avais eu ça, Wolf Hoffman de Accept. Puis qu'est-ce qui était drôle, c'est que parce que lui, il était cœuré de se faire poser la question vas-tu faire une réunion avec Udo et des affaires de même. Puis là, vu que dans. Non, ça arrivera jamais, là. D'ailleurs, Udo, il a tout ramassé les membres d'Accept, là. Dans Accept, il reste juste Wolf Oui, Hoffman. le drummer. Ouais. tu sais. Hey, pendant un bout, je sais pas jusqu'à quel point que c'était vrai. C'est comment il s'appelait le chanteur qui ont fait un album avec, juste un album en 89, je pense, là, avant qu'ils reviennent. Le Eat the Heat avec David Grease. Ouais, c'est ça, David Grease. Il y avait même eu des rumeurs d'une collaboration entre Udo et David Grease, là, pour te dire. Juste pour faire chier le peuple. Mais, c'est ça, moi, c'est la Mais tu seule. l'as-tu déjà écouté, Eat the Heat? L'as-tu déjà écouté, Eat the Heat, Accept? Moi, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Mais Ouais. je suis peut-être un peu moins difficile que toi. J'ai écouté plusieurs de tes chroniques, autant que il y a certains genres que j'ai été vraiment agressif dans mes critiques, exemple le nu metal puis tout là. Mais j'ai un faible pour le hard rock metal des années 80. Mais regarde, on va sauter tout de suite dans le sujet, puis là c'est une discussion niche, je m'en sac. Judas Priest. Ouais. Si tu demandes à plusieurs fans de Judas Priest c'est quoi les pires albums, ils vont tous te sortir Demolition, Jugulator assez facilement, Nostradamus évidemment. Petite discussion sur Nostradamus. Il y a genre 5 morceaux sur cet album-là, puis il y a 2 CD. Le reste, c'est juste des tracks transitionnels. Cet album-là, on dirait vraiment un groupe, un enfant qui découvre comment faire des faux instruments pour la première fois, puis qui se fait du fun. Musicalement parlant, c'est tellement rien, Nostradamus. Je sais pas si t'es d'accord, là. Écoute, j'ai fait la discographie de
de Judas Priest sur ma chaîne, puis Nostradamus, c'est le dernier. Ouais, je sais. Sérieusement, moi j'ai des amis qui l'adorent en passant. Moi, j'ai un de mes amis, là, il s'endort avec ce disque-là. Je comprends pourquoi il s'endort, mais c'est parce que c'est vraiment tranquille. Il y a quelques moments élevés, mais ça avait commencé, en fait, sur l'album d'avant. Il y avait la dernière chanson, ça c'est sur Loch Ness. Angel of Destruction. La dernière chanson qui s'appelait Loch Ness. Loch Ness. Ouais. Ça a commencé là-dessus, là. Tu sais, Loch Ness, Loch Ness. Mais pas juste ça, c'est que Loch Ness, c'est après genre 4 minutes avant qu'elle commence aussi, là. C'est juste des bruits de distorsion de guitare parce que, hey, ça va sonner sonore sous-marin, ça va être concept. Puis c'est, j'ai déjà par bout apprécié ce morceau-là, mais plus à cette heure, là. Mais c'est ça, parce que là, il y a eu Judas Priest. Bon, Judas Priest, ils ont sorti Nostradamus, après ça, Redeemer of Soul. Puis ils sont revenus avec Firepower et Invincible Shield, on va le dire. Mais un album qui m'a surpris que t'as aimé beaucoup, c'est Point of Entry. Oui, c'est un de mes préfs. Pour moi, Point of Entry, c'est juste des B-sides qui ont pas été capables de foutre sur British Steel. Desert Plain est écœurant. Moi, c'est le premier que j'ai entendu. Ok, c'est pour ça, ok. Puis, j'avais vraiment trippé dessus. Puis, curieusement, c'est encore lui que j'écoute le plus. Même si j'adore Painkiller, Firepower, j'ai vu la tournée, c'est absolument incroyable. Le dernier, il est excellent, il est vraiment bon. Mais, Point of Entry, c'est un petit... c'est un petit point faible pour moi. Je l'aime. on a des bandes de même que dans le fond, on aime des albums que tout le monde déteste, mais que nous autres on aime. C'est comme moi, j'étais un gros fan de Metal Church. Hanging the Balance, il y a bien des fans qui disent que c'est un album exécrable. Puis moi, c'est probablement mon album préféré de tous les temps. Pas juste de Metal Church, Hanging the Balance. Là. Ben, c'est à cause de la pochette. Oui. Sérieusement, de toutes les fucking pochettes, c'est la plus laide au monde. Ah, attends un peu. Il y a un band qui s'appelle Handsome Beast avec leur album Bestiality, que c'est le gars, je sais pas si t'as déjà vu ça, là, mais c'est le gars tout nu à côté d'un cochon, là. Il y a cet album-là qui bat peut-être Hanging in a Balance, la pochette. J'étais fan de Metal Church, j'étais fan fini. Puis, écoute, quand j'ai vu la pochette, puis le band l'avait dit, tu sais, on n'avait pas le droit de choisir la pochette, c'est le label qui l'ont fait. Ah, pas juste ça, c'est qu'il y avait signé un contrat, parce qu'il y a beaucoup de bandes trash des années 80 qui ont signé des contrats quand même assez lucratifs avec le compagnie de 10 au début des années 90. Puis qu'est-ce qui est arrivé au début des années 90? Nirvana, fait que les goûts de tout le monde en fait pour ce genre de musique-là. Fait que les compagnies de 10 étaient pognées avec ces groupes-là. Fait que Metal Church sont convaincus, ils ont jamais eu la preuve, mais sont convaincus que c'est la compagnie de 10 qui a voulu saboter leur carrière pour juste être capable de s'en débarrasser en les exigeant une pochette lettre de même. Là. Ouais, c'est dommage parce que le premier album, la pochette avec la guitare, la pochette était super belle. La pochette de The Dark était super belle aussi. J'ai vu ce show-là d'ailleurs en première partie de Metallica, la tournée Master of Puppets. Oh! Parce que Metal Church ont fait souvent les premières parties. Oh, à Chicoutimi. Ok, attends un peu. Conte-moi ça. Parle-moi de ça. À Chicoutimi avec Sword. Ouais, Sword, le bag de Rick Hughes. Au début, c'était censé être Sword et Keel. K-E-E-L. Ah, je connais Keel. Le gars qui dit qu'il Ben Nolan des années 80. Le chanteur Ron Keel est devenu fait du country maintenant. Et moi, je m'en foutais carrément de Keel, tu sais. Mais j'avais hâte de les voir. Et puis, j'avais acheté mon billet et tout. J'allais avec mon frère qui nous conduisait. J'allais avec un de mes amis. Et puis, bon, James Hetfield s'est cassé le bras. Donc, le show était retardé. C'était cassé le bras en skate. Et après ça, ben, il y a eu la mort de Cliff Burton. Mm-hmm. Donc, moi, quand je les ai vus, c'était 1 an plus tard, et c'était Jason Newsted, un de ses premiers concerts. Il avait fait une tournée japonaise pour l'introduire, mais après ça, quand ils ont fait la tournée nord-américaine, ça a commencé ici au Canada. Il avait sorti Garage Days, j'imagine? Pardon? Il avait sorti Garage Days dans ce temps-là, ou? Absolument, okay. C'était... non, pas encore. Pas encore? Pas encore.
pas encore, c'était Master Puppets seulement. Donc, il faisait des tonnes de Ride the Lightning, Kill Them All et Master Puppets. C'était absolument génial, là. Ben, c'est Puis, qu'en plus, c'est dans ce temps-là. Metallica, t'as le le sommet, là. George était même pas plein. Excuse-moi, peux-tu répéter? Le Centre Georges Vézina n'était même pas plein. Parce qu'oublie pas une chose, Metallica n'avait pas encore sorti de vidéoclip dans ce temps-là. Mhm. Le premier vidéoclip est sorti avec One et ils sont revenus en 89 à Chicoutimi avec la tournée Injustice for All. Mais là, c'était plein. Puis en plus, c'était Queensryche qui ouvrait pour Operation Mindcrime. Oh, tabarnak. Mais c'est ça. Toi, t'as la chance que j'ai pas eu. T'as grandi dans les années 80. C'était quoi être métalleux dans les années 80? Premièrement, t'avais-tu les cheveux longs? C'était tellement le fun parce qu'il sortait toujours un bon disque. Mhm. Il y en avait. Puis tu sais, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas 100 000 bands, tu sais, il n'y en avait pas tant que ça. Fait que tu sais, quand tu attendais un disque, tu l'attendais. Tu sais, écoute, quand Bark at the Moon de Ozzy est sorti, j'étais là la journée même. Là, tu sais, je le voulais, puis j'avais quoi, 13 ans. Là. Oh mon Dieu. Puis, C'est ça, tu sais, Motley Crue, quand Shout at the Devil est sorti, c'était fou. Quand Dio est sorti, Oliver. moi j'ai connu Glass and Line. Donc, quand Glass and Line est sorti, c'était la folie totale. Là. C'était tellement le fun d'être un fan de métal dans ce temps-là. Il y avait du bon et du mauvais, mais en général, il y avait plus de bon que de mauvais. Ouais. Puis, c'était quoi, la question cliché, c'est quoi y a-tu un album qui t'a mis dans le métal ou plusieurs albums? C'est quoi qui t'a amené à adorer ça autant que ça? Ah, très simple. Ça, je l'ai raconté souvent, ceux-là qui me connaissent le savent. Quand j'avais 7 ans, en 1978, Ok. Oh. Kiss sortait ses albums solo. Tu sais, tous les membres de Kiss sortaient un disque solo chacun. Et puis, ils faisaient tirer ça ils faisaient tirer les 4 disques, en fait, à la station de télé régionale ici. C'est quand il reste TV dans le temps. Et j'avais envoyé une carte postale et j'avais gagné les 4 disques. Oh, Je tabarnak. m'en souviens. Écoute, puis quand j'ai entendu surtout l'album de Ace Frehley, je pense que c'est là que Ouais, après c'est ça, le meilleur j'ai des quatre. découvert Scorpions, tu sais, puis ça T'as-tu- montait de même. Toi, t'as-tu connu Scorpions avec qui commence à être vraiment populaire? Parce que tu sais, Scorpions, c'est plus arrivé en 1980, mais dans les années 70, ils ont eu T'as-tu été capable de connaître Scorpions dans les années 70? Non, moi Ok. je les ai découverts avec Blackout. Blackout, comme à peu près tout le monde. Oui. J'avais un Mais ami... je suis remonté en arrière pour aller. J'aimais pas ben les vieux albums, mais je te dirais que Animal Magnetism puis tout ça, c'était comme Love Drive. Ouais. À partir de là, c'était fou raide. Ben, Taken Band Force, c'est un goût qui se développe, par exemple, je trouve, là. Puis certains albums, là, il y a Virgin Killer que je veux jamais avoir avec la pochette originale dans ma collection, là. Puis faites vos recherches, ceux-là qui écoutaient ça, là, Virgin Killers. J'en parle pas plus, là. Non, c'est. Il n'y a pas besoin d'en parler plus. Non. C'est assez cringy, mettons. Oui. Puis, te rappelles-tu la première fois que t'as entendu Metallica? Oui. Raconte. J'étais dans l'autobus. OK. Parce que moi, je viens d'un petit village à Saguenay qui s'appelle Bégin. Et puis, j'allais à l'école à Kenogami, à Jonquière. Et puis, un moment donné, il y avait un gars qui était arrivé, puis il avait mis ça dans son tape deck. C'était le démo. Tu sais, Metal Up Your Ass. Il avait mis ça dans un tape deck. C'était un gars de Jonquière qui avait pris l'autobus avec nous autres pour, je ne sais trop quelle raison, mais j'avais entendu ça, puis j'étais comme, what? Puis, écoute, quand j'ai vu, moi j'étais abonné à Live, le journal rock, donc, puis j'étais abonné à Pop Rock, tu sais, il n'y avait pas d'internet dans le temps, donc tu t'abonnais à des magazines, et puis moi j'étais abonné à ces 2 magazines-là, et puis quand j'ai su la date exacte que Kill Them All allait sortir au Canada sur Banzai, je me suis garoché là-dessus. Et écoute, je me souviens la première fois que je l'ai écouté, vraiment, là, sur un bon système de son. OK, fait J'en que revenais pas, j'avais rien entendu de tel. Tu sais, je connaissais Motorhead, je connaissais Accept, Fast as a Shark, qui avait quand même du double bass drum assez rapide là-dedans, mais rien comme ça. OK, t'avais-tu entendu du Diamond Head ou du Angel Witch, des bands NWBHM? OK, pas encore.
Non. Mais, ok, parce que là, je trouve ça vraiment intéressant parce que, c'est ça, au début des années 80, ces bandes-là sortaient des démos, puis il y avait une affaire qui s'appelait le Tape Trading Network. C'était, comme tu dis, dans des magazines, là, tu disais, bon, j'ai telle cassette, je recherche tel genre de musique. Fait que le monde s'échangeait ça par la poste. T'as-tu été là-dedans un peu ou c'était des amis qui avaient autour de toi qui ça a fait que t'as eu Non, Metal Up Your Ass? j'étais pas là-dedans. Mais il y avait un gars de Jonquière ici, Mhm. Wayne Archibald, qui lui faisait ça pour Voivode. Il faisait du Oui. tape trading. C'est comme ça qu'ils a fait signer. Ok, parce que c'est ça. T'as-tu connu Voivode personnellement? Ok, fait que dans les années 80, c'était-tu de proche ou de loin? Non, de loin. Ok. Mais j'ai toujours gardé contact avec les gars. Je les ai fait venir ici sur la zone portuaire à Chicoutimi en 2012. Oh, Donc, tu wow. sais, j'ai quand même eu la chance de les connaître un peu. Ouais, puis t'as eu Eric Forrest en entrevue, le chanteur qui Ouais, a remplacé une par couple de fois, d'ailleurs, un chic type, Eric Forrest, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Un esti de bon gars. Ah, c'est cool. Puis Voivode, c'était comme. Parce que le premier album, tu sais, ils ont sorti un démo, comment ça s'appelait le démo To The Death, je pense. Ouais. Puis là, t'as eu leur album War and Pain, parce que c'est ça qui est de le fun, parce que tous les groupes de musique, t'es capable de dire ça, c'est du thrash metal, ça, c'est du speed, ça, c'est du power. Voivode, le deux premiers albums, c'est quoi? War and Pain puis Roar, là, c'est du... Le monde va dire du thrash metal, mais c'est du punk trash. C'est du Voivode. Écoute, eux autres, ils donnaient l'étiquette, Banzai donnait l'étiquette Power Metal. Tu sais, c'était avant le Power Metal. Oui. Tu sais. C'est juste que c'était du métal puissant. En esti. Mais, tu sais, c'était pas la bonne étiquette. Mais comment tu veux appeler ça? Roar était pas mal plus trash que War and Ouais. Pain. War and Pain, mais, tu sais, Warriors of Ice, tu sais, c'était élevé, mais c'était pas Ben, ça l'a comme ça l'a influencé hey, le métal. Roar, j'ai eu de la misère avec les premières années, ça m'a pris du temps. Oh non, War and Pain, Adapter. là, commence pas par War and Pain si tu veux aimer Voivode. Commence par Killing Technology puis descend, là, mais c'est pas pour rien aussi que War and Pain a influencé les bands black metal norvégiens, là, parce que c'était du proto-black metal dans un sens, le War and Pain. Un peu, oui. Écoute, c'était self-made. War and Pain, c'était enregistré à l'intérieur. Tu sais, le gars, ça s'appelait le studio Le Terroir. Le gars, il avait jamais enregistré un band metal de sa vie. Tu peux imaginer, en tout cas, ça a donné ce que ça a donné, puis c'est un résultat quand même qui, écoute, c'était entendu à travers le monde, puis on en parle encore aujourd'hui. Donc, Ouais, puis Dave Grohl qui le mentionne, puis j'écoutais c'est Until the Light Take Us, qui est un documentaire sur le black metal norvégien, puis il mentionne War and Pain, en tout cas. Éventuellement, je vais m'arranger pour recevoir les gars de Voivode, là, puis d'en jaser, mais c'est cool que tu aies connu ça. Puis là, c'est ça qui est cool, parce que moi, j'étais trop jeune. Moi, j'ai commencé à écouter de la musique. Le premier band que j'écoutais un peu, c'est Backstreet Boys. J'aimais pas ça, mais je l'écoutais parce que c'était ça que ma soeur écoutait, là. Pour te dire, moi, mon premier gros kick dans la musique, ça a été Rammstein. Mais... Oh oui. Mais toi, t'as eu la chance de vivre certaines époques. Fan de métal, tu t'es senti... T'as-tu senti de quoi de changement la première fois que t'as entendu du Nirvana? la première fois que j'ai entendu Nirvana, je me souviens, j'ai dit à mon chum Marc Meltet, tu vas voir, cet album-là va avoir le même impact que l'album des Sex Pistols. Nevermind the Bollock. Oh, ok. J'en étais convaincu. Et ça a un impact encore plus grand que ça. Parce que lui, il m'avait dit, t'es malade. J'ai dit, regarde, tu vas voir. Tu sais, écoute, Smells Like Teen Spirit, ça détruisait tout. Mm-hmm. Tout. Et tu savais déjà que toutes les bandes, les Warrant de ce monde, toutes ces bandes glam-là, ils allaient toutes mourir automatiquement parce qu'ils étaient plus cool. Mm-hmm. Toi, tu pensais quoi du glam? T'étais-tu... Ah, ok. Oh! Moi, m'a dit, j'ai une relation bizarre avec le glam parce que à l'époque, évidemment, moi, j'écoutais du Slayer, j'écoutais Metallica, j'écoutais du Death, j'écoutais un peu de tout.
Puis ça m'intéressait plus ou moins. Tu sais, Cherry Pie à l'époque, là, j'étais que, ah. Ben, probablement. Mais Ouais, ouais, excuse-moi. maintenant, j'aime ça. Mais tu sais, c'est un plaisir coupable, je te dirais. Tu sais, je trouve ça drôle. Tu sais, je trouve ça drôle. Il n'y a pas d'autre moyen de décrire ça, tu sais. Puis, tu sais, justement, on parlait de Warren, tu sais, c'est tragique. Le chanteur est mort à 47 ans. Il s'est empoisonné avec l'alcool. Tu sais, le gars, il avait tout devant lui, là, tu sais. Puis, à un moment donné, le grunge est arrivé, puis ça a carrément... Ben oui. Ça, c'est un des bands que ça a tué, Warren. À cette heure, Ben, ils font des spectacles avec plein de chanteurs. Là. Il y en a eu j'avais comme pas. Skid Row. Hey, dans le temps, Musimax, il avait fait un top 5 des raisons que le glam avait descendu. Puis là, t'as tout le temps la prestation désastreuse de Poison MTV Awards. Je sais pas si ça te dit de quoi, là, mais il arrivait là, t'es Oui, supposé. c'était là qui était sans dope. Puis, genre, t'as eu le Music Peace Festival qui était le début, qui était un peu le Woodstock 99 à eux autres, là, où c'est que ça se battait backstage parce que ça voulait avoir un peu plus d'effets pyrotechniques que le band d'après eux autres. Puis Warren Cherry Pie. Tu sais, le gars, tu sais, autant que Cherry Pie, c'était la tune qui a réveillé ben des adolescents puis qui se sont dit, hey, c'est donc ben cool le rock'n'roll, que 6 mois après, c'était déjà rendu dépassé puis kitsch, puis mais tout le monde voulait se taper la fille dans le vidéoclip de Cherry Pie, là. Écoute, Jamie Lane a déjà dit en entrevue, parce que, tu sais, le réalisateur, l'album était complet, là, il s'appelait Uncle Tom's Cabin. Mhm. Puis, le label a dit, on a besoin d'encore un hit, on a besoin d'un hit. Il dit, regarde, ça m'a pris 5 minutes à écrire Cherry Pie. Je lui ai envoyé ça. Il dit, après ça, c'était la pochette Cherry Pie, changement de titre Cherry Pie, I'm the Cherry Pie guy. Il dit, I'd rather shoot myself for writing that song. Puis non seulement ça, mais ils l'ont écrit sur une boîte de pizza qui était affichée au studio où c'est que de l'étiquette, là. Il avait écrit ça sur une boîte de pizza. C'est fou, hein? Ouais, c'est fourette. Ouais, c'est devenu le plus gros hit. Tu sais, puis c'est vrai, tu penses à Warren, tu penses à Cherry Pie. Mais qu'est-ce qui est vraiment ironique, c'est que quand Nirvana est arrivé, ça a mangé ça a mangé le glam, mais ça a mangé le thrash metal aussi. Hey, les bands trash metal savaient plus comment réagir à ça, là. Fait juste écouter qu'est-ce que Slayer a fait depuis ce temps-là. Le seul band metal qui a survécu à ça, c'est Pantera. Ouais, ben, oui, mais. Ouais, c'est ça. Ben, les autres, ils arrivaient déjà avec un nouveau son à cause de ça, là. Oui, mais tu sais, il était quand même arrivé avec Avant. Cowboys from Hell avec un son, puis le grunge n'était pas encore tant développé que ça à l'époque. Il était développé pas pire quand Vulgar Display of Power est sorti, mais ça a pas dérangé. Là. Les fans de grunge, j'adorais ça. Ouais, c'est ça qui arrive. Puis, toi, t'as pas connu. Tu devais pas avoir connu Pantera avant Cowboy From Hell dans leur air glam. Ah non. Non, moi j'ai connu ça vraiment avec Cowboys from Hell. Ok, ouais, parce que l'album Power Metal, qui est l'album qui est sorti avec Cowboy From Hell, il est quand même bon. Il y en a ben du monde qui disent qu'il est kitsch pis tout, mais écoutez les fans de Judas Priest, vous allez aimer Cowboy From Hell. Ah, t'as pas de l'air d'accord. Ah, j'ai bien la misère avec moi. Ok, c'est bon. Ah non, il est pas trouvable l'album, là, fait que faut vraiment que tu... Ah non, non, écoute, il n'est pas ouvert. Moi, je l'ai jamais eu. J'ai jamais vu en copie physique, là, ever. Ah, pis si tu le trouves en copie physique, c'est sûr que c'est un bootleg, là, que c'est un faux pis tout, là. Exact. Pis sinon, continuons. T'as pensé quoi des premières fois que t'as entendu le nu metal? Moi, j'ai adoré. Ah, t'as adoré ça, ok. Moi, j'étais un gros fan de Korn. Ok. J'aime encore ça. J'aime pas tous les albums. J'ai arrêté à... Le dernier que j'ai aimé, c'est Issues. Mhm. Et quand même, je me suis rendu quand même assez loin. Et plaisir coupable, j'adore Limp Bizkit. Oh. C'est juste les 3 premiers ou même encore Ouais. Ok. Les 3 premiers. Moi, j'ai... Puis le dernier
Il est vrai. Il dure pas longtemps, je pense qu'il dure comme 32 minutes, mais il y a des maudites bonnes tunes là-dessus. Je l'avais écouté pas mal, lui. Parce que moi, ma principale. Bon, pendant un bout, moi, il fallait que j'écoute juste du true TR00 metal. Fait que j'étais un anti-nu metal, là, mais un an. Puis de l'autre bord, j'aimais le glam, va savoir. Mais j'ai détesté ce genre de musique-là, mais j'en écoutais quand même. Là. Moi, j'écoutais Korn à la radio, puis j'étais content. Mais qu'est-ce que j'aimais un peu moins, c'est que je trouvais les albums inconsistants. Puis je suis content parce que j'ai parlé. Le meilleur exemple, c'est Slipknot. Tu parles à des fans de Slipknot, ils vont tous te dire que le premier album, ben pas Made Fit Kill Repeat, là, le vrai premier album, c'est le meilleur. Puis ils vont te dire que c'est le meilleur, mais tu parles. Puis ils vont dire que l'album est parfait. Mais parle-leur un peu plus. Puis toutes les fans, je te dis, j'insiste sur le mot, toutes les fans de Slipknot vont te dire qu'après Surfacing, ils sont plus capables d'écouter l'album. Après la 6e piste, le reste, ils sont plus capables. Puis c'est ça mon problème avec le nu metal, c'est souvent, c'est trop hit and miss. Parce que quand ils sont juste... En fait, c'est le problème que j'ai avec Slipknot tout court. Ok. Je suis pas un fan de Slipknot, mais je suis pas capable de passer à travers un album complet de Slipknot. Je me tanne. Mm-hmm. Ah non, ça devient... Il y a 2 morceaux sur le premier album, là, la dernière, puis il me semble, je me rappelle plus le nom de la tune, mais c'est juste insupportable, là, c'est du noise, parce que, tu sais, oui, t'entends de tout dans ces bandes-là, mais il y a eu certains... mais il y a quand même eu des très bons bands nu metal. Si je te dis Spine Shank, je sais pas si tu connais ça. Ouais, mais non. T'as pas tant que ça, ok. Mais bref, là, je voulais pas... pas dans un coin non plus, mais c'est ça. Puis fait que là, faisons un 180. Parlons de ta collection un peu. Premièrement, toi, c'est quoi ton format préféré pour écouter de la musique? T'es-tu Spotify ou vinyle ou CD? Vinyle CD. Vinyle CD, ok. Encore aujourd'hui? J'ai encore un excellent lecteur CD. Écoute, en fait, c'est un lecteur DVD, mais c'est un gros Christy de carrousel de 400 disques. Puis, et c'est un Sony, il joue comme ça, pas de sens. Fait que j'écoute beaucoup de CD parce que j'en ai encore énormément. Donc, j'en écoute beaucoup. Et des vinyles, ben, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, idéalement, si un album sort, puis je veux l'entendre comme il faut, je vais aller me le chercher en vinyle. Comme le nouveau Ancients qui sort le 30 août. Le band Black Metal? Je viens juste d'enregistrer en critique. Et puis, c'est sûr que je vais me pogner en vinyle. Ancient, tu parles du band Black Metal? Ancients, avec 2 I, c'est un band de Vancouver. Ok. Je connais pas. C'est le 3e album. 2e album avait gagné meilleur album hard rock metal au Juno. Et c'était pleinement mérité. C'est un mélange de Mastodon, de vieux Opeth, mais les guitares sont hallucinantes. Bref, j'en parle. C'est sorti ce soir sur YouTube. Donc, si vous voulez aller voir ça, la critique est live là. Ouais, je l'avoue, Christy, il vient de sortir là, 57 minutes. Salut tout le monde! Là, excuse-moi, là, le monde a entendu la chaîne qui passe. Je vais mettre le lien de ta chaîne dans le chat pour ceux-là qui veulent s'abonner. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit hey, je m'ennuie de Metal Gras. Je lui réponds ça, c'est bien ça le pire. Il faut écouter la chaîne à $. C'est exactement ce que je faisais. Metal, on ne pas. Hey, non. Puis, t'as pensé quoi de Gojira aux Jeux Olympiques? Il capotait. Hey, J'ai trouvé tellement une belle vitrine pour le métal. Oui. Je te dirais que c'est évidemment c'était une track préenregistrée, là, c'était du lip sync. Évidemment, parce que techniquement, c'était impossible de faire ça, à mon avis, mais c'était tellement intense, ça a tellement donné une belle vitrine au métal, non seulement à Gojira, mais au métal en tant que tel, parce que du métal, t'en vois plus nulle part. Tu vois du maudit country, puis des cochonneries de même. Donc, ça a fait du bien, moi, je trouve. Un des commentaires que j'ai eu dans mes amis fans de métal et non fans de métal, c'est hey, à cause de ça, j'ai des membres de ma famille qui sont mis à écouter du Gojira puis qui aiment ça.
C'est le fun, ce genre de vitrine-là. Puis, si Gojira j'ose bien le carte Simonac dans 2-3 ans, ça va peut-être être eux autres qui vont headliner des arénas, là. Je le souhaite, là. Ben, c'est ça que je disais parce que j'ai fait la discographie justement il y a 2 semaines de Gojira. Puis j'ai dit la prochaine fois que Gojira vient au Québec, ça sera pas au MTLUS. Ça va être au Centre Bell. Parlant au Gojira, t'as fait la discographie, t'as fait une critique de toute la discographie de Gojira. Mettons quelqu'un qui Oui. connaît pas Gojira, il commence par quel album? Oh, c'est une très bonne question. Moi, je commencerai par Magma. Magma? Quelle année ça, cet album-là? 2015. Je vais aller chercher pendant... Je veux pas te prendre au dépourvu. 2015. Parce que, tu sais, je suis pas encore... J'aime Gojira, mais je suis pas assez pour connaître toute le discographie au complet. Tu sais, moi, ça avait été The Link puis From Mass to Sirius. Magma, ouais, 2016, ok. Mais Magma, ce qui est le fun, c'est que c'est un album quand même assez introspectif, mais tu retrouves encore des anciens éléments de Gojira, metal, vraiment, là, tu sais, avec une voix death. C'est pas mal sur cet album-là, les dernières fois que tu as entendu Joe Duplantier vraiment crier. Et moi, je le trouve pas mal parfait, ce disque-là. Donc, tu sais, c'est pas trop élevé, parce que si tu commences avec From Mars to Sirius, c'est peut-être un peu trop pour commencer, même l'enfant sauvage. Tu sais, tu y vas un petit peu plus soft, puis après ça, Parce que, tu grandis là-dedans. comment que je décrivais Gojira à du monde qui connaissent pas? Prends Tool puis donne-y beaucoup de Pantera pis un peu de Death. Moi, c'est comme ça que je voyais Gojira. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, ben, en fait, c'était très death au début. Mhm. Vraiment. Et il y avait des influences de Meshuggah, de toute évidence. Mais meilleur que Meshuggah. Tu sais, moi, Meshuggah, j'ai de la misère à passer à travers un album au complet, mais pas Gojira, je suis capable de passer un album au complet sans problème. Donc, influence de Metallica, influence de Sepultura, influence de Meshuggah, de toute évidence, grosse influence de Chuck Schuldiner de Death. Mais je te dirais que ça ressemble à ça. Puis, attends, j'ai perdu ma question par rapport à Gojira. Mais, c'est comme Mastodon, exemple. Tu connais-tu beaucoup Mastodon? Quand même pas mal, oui. Ok. Je connais pas Mastodon, je commence où? Ah, tabarnouche. Léviathan. Ah ouais? Ça, c'est le premier, hein, je pense. Ah, oui. Puis après ça, tabarnouche. J'ai le titre sur le bout de Crack the Sky. Crack the C'est Sky, 2 albums. 2009. Oui. Puis Non, Léviathan, c'est le deuxième. Mais le premier, c'est Rémission. Oui. Je Et Léviathan, c'est débile. Crack the Sky. Moi, j'ai vu cette tournée-là au National à Montréal. Ils jouaient l'album au complet. C'était de la pure magie. Toi, c'est quoi tes bands fétiches, là, mettons? C'est quoi les bands qu'il faut que tu connaisses toutes deux autres puis que t'as tombé en amour bien raide avec eux autres encore aujourd'hui, là? Encore aujourd'hui, ben, peut-être pas des bands metal nécessairement, Oh! mais genre, ben écoute, Saga, band canadien. Ok? Ça Connais dit pas. probablement rien, Absolument pas. mais ils ont comme, une vingtaine d'albums. Ils existent depuis 1979. Ils font du progressif, mais mélangé un peu avec du commercial. Des musiciens d'un talent incroyable. Moi, je les vénère depuis 83 personnellement. Marillion, un band progressif de britannique Non, que je Marillion, suis je connais. depuis 1983. J'ai encore vu. Les autres, ils viennent à Montréal, ils font des Marillion Weekend. Et puis, ils font 3 shows en 3 soirs pour les fans de Marillion. La dernière fois, c'était à l'Olympia. Moi, j'étais allé là 3 soirs en ligne. C'était il y a 2 ans. C'était malade. Ils jouent-tu les mêmes tunes les 3 soirs? Les Ou... die-hard fans. Ils jouent-tu les mêmes tunes les 3 soirs? Ou... Ils font, en général, ils font des thématiques. Ils vont faire un album au complet. Sinon, un nouvel album, ils vont faire au complet. Sinon, ils vont faire une thématique avec un album, mettons, qui a 25 ans, ils vont le jouer au complet. Après ça, ils vont faire des greatest hits. Malgré qu'ils n'ont pas tant de hits que ça. Il y en a un, en fait, qui s'appelle Kaylee, qui est sorti en 85. Le reste, c'est les fans comme moi, tu sais. Oh, Ça a commencé
de la Genesis, puis ça s'est transformé en leur propre identité. Parce que ça, Euh, ça, dans- ça que j'ai remarqué, les fans de metal hardcore ont à peu près toute une affaire en commun, c'est leur amour pour le prog rock. Fait que toi, Ouais. tu dois adorer Opeth. Euh, Jusqu'à un certain point. Oh, ok, j'aime ça. Parce que j'ai pas aimé les deux derniers où il y avait vraiment plus de death. Moi, quand le death a arrêté, les deux, trois derniers albums, j'ai complètement débarqué. Moi, je les ai vus au medley avec Enslaved à l'époque, la tournée Deliverance. C'était absolument incroyable. Tu sais, j'étais dans Enslaved, j'étais dans Opeth. C'était une soirée de fou. Mhm. J'ai continué à triper sur Enslaved, mais à partir de là, au PEP, Ouais, mais... j'ai de la misère. Moi, j'aime pas Harmonium. Ok. Et je trouve que ça ressemble à du Harmonium, puis j'haïs ça. Ben, ok, je suis content, je suis très content, on est sur la même longueur d'onde là-dessus, parce que moi, c'est ça que je déplore un peu des fans de prog, c'est que les fans de prog ont tendance à dire qu'un album qu'ils vont juste être capables d'écouter une fois, que c'est du génie, mais Christy, tu l'as juste écouté une fois. Steven Wilson, son album qui sonne à bas, là, fuck you, tu l'as juste écouté une fois, t'as dit « Hey, il a osé faire ça », puis tu le réécouteras plus, là, arrête de me dire que c'est du génie, là. Ok, es-tu d'accord avec moi? Oh, Je pense qu'on est pas mal dans le même trail là-dessus. ok, j'aime ça. Ah, wow. Ah, ok, ça fait du bien. Parce que c'est ça, Opeth. Tu sais, oh, puis il y a eu une vague au début, là, que plus que tu détestais Opeth, plus que t'étais un trou. Mais là, moi, j'ai pas embarqué trop là-dedans. J'ai tout le temps adoré Opeth. Blackwater Park, le premier. C'est le meilleur. C'est le Ouais. meilleur. Ben oui. Et de loin. Ben, et puis, mais c'est ça, je me dis, c'est comme, j'irai pas voir Opeth live si je sais qu'ils vont juste jouer du harmonium, là, justement. Là, je sais pas à quoi le setlist ressemble. D'ailleurs, tant qu'à être dans le sujet, c'est quoi, mettons, les shows que t'as le plus aimé, que t'as vu dans ta vie, puis les shows qui t'ont le plus déçu? Déçu facilement. Oh! Smashing Pumpkins, la tournée Melancholy au Centre Corel à Ottawa. J'étais en Outaouais dans ce temps-là. Je travaillais à Ottawa. Écoute, en plein milieu du show, tu sais, c'était dans le temps des X-Files. Et puis... Il était sur l'héroïne en esti dans ce temps-là, je pense aussi. Ah oui, puis c'était un vendredi soir, puis les X-Files jouaient live. Puis Billy Corgan avait dit Ah, c'est plate, je pourrais pas écouter X-Files à soir. Tu sais, c'était comme... Puis il s'était mis... Ça, c'est à Ottawa, là, écoute bien ça. Il s'était mis à renter sur Alanis Morissette. Elle vient d'Ottawa, Chris. Et ça n'avait pas passé. Hein. Wow! Non, sérieusement, ça, c'était un show de merde. Je me souviens, le lendemain, au même endroit, au Centre Corel, j'avais eu des billets pour aller voir Def Leppard, la tournée Slang, et c'était 100 fois meilleur. Fait que, tu sais, L'album était pas puis bon, fait que... Ben, je sais pas si t'as aimé Slang, là. Smashing Pumpkins, ça, vraiment, là. Mhm. Et j'avais été déçu. Le deuxième pire show que j'ai vu, c'est quand Stevie Wonder est venu au festival de jazz en 2006. 2006 ou 2007. Michael Jackson venait de mourir. OK. Et puis, écoute, il n'avait pas fait de show, il faisait juste jouer des tunes de Michael Jackson. Il faisait jouer. Donc, lui, il jouait pas. Il faisait jouer des tunes de Michael Jackson. Fait que Et ça, Stevie... j'ai jamais compris. Hey, on était 100 000. 100 000, esti, au centre-ville de Montréal, à écouter un vinyle de Thriller. Wow! C'est... OK, c'est assez expérimental comme chose, ça. On dirait du Andy Kaufman. Fait que ça, tu parles d'une déception. Les meilleurs shows que j'ai vus, Easy, Pantera, j'ai vu la tournée Far Beyond Driven au Colisée Oh my God. avec Typo Negative en première partie, c'était parfait. Et que ça devait fourrer dans ce backstage-là. La première fois que j'ai vu Metallica sans George Vezina avec Master, même Injustice, j'avais été très, très, très impressionné. Et j'en ai tellement vu des shows, man.
La première fois que j'ai vu Foo Fighters au Centre Bell, j'avais été impressionné. C'était quelque chose. OK. J'étais dans le mood Foo Fighters dans ce temps-là, puis il y avait apparu une mini-scène à un moment donné qui était carrément... Je parlais au drummer, puis il me répondait. Tellement j'étais proche. Ça, c'était pété. Écoute, j'en ai tellement vu. Ça c'est très drôle. La tournée Operation Rock and Roll, c'était au Vieux Forum de Montréal. Il y avait Alice Cooper dans le temps Hey Stupid, Judas Priest dans le temps Painkiller, Motorhead dans le temps 1916. Il y avait Metal Church dans le temps Euh, voyons, l'album avec Date with Poverty. Puis, Human Factor. ouais. Puis il y avait Dangerous Toys. Wow. Hey, écoute, il y Tabarnak avait de show. il y avait un autobus organisé ici à Saguenay. Je pense que j'avais 20-21 ans. On s'achète des billets, puis on part en autobus quand genre 7 heures le matin. On s'est pas couché de la nuit. On arrive à Montréal. C'était spectaculaire comme show. Le seul qui ne s'est pas présenté, c'était Lemmy, parce que ça, c'est une des rares cancellations de sa vie. Il s'était plus ou moins blessé à Toronto la veille, donc il n'avait pas pu faire le Oh show, non. mais j'ai vu la tournée Painkiller. Et ça, je vais m'en souvenir Ben, toute ma tabarnak. vie. Mais tu sais, juste Dangerous Toys, qui est un band de glam metal, mais qui vaut la Hey, peine d'être cool! découvert. Puis d'ailleurs, son ancien groupe, Watchtower, il torche en Simonac aussi. Hey, Euh, hein? puis tabarnache, Alice Cooper, la tournée Stupid, qui joue Feed My Frankenstein, qui devait commencer avec Feed My Frankenstein dans ce temps-là, là, qui était la Ça tune. fait longtemps. Mais c'était la tune qui jouait dans Wayne's World, puis que c'était dans cette tournée-là, fait que je suis pas mal sûr. Metal Church avec Human Factor, que les gars, ils étaient en tabarnache contre l'univers quand ils ont sorti cet album-là. Puis, hey, t'as vu Judas Priest tourner Painkiller en plus, là? Hey, je te mens pas, c'est au forum, là. Nous autres, on avait déjà des billets par tête, mais il y avait 2200 personnes au forum. Donc, tous ceux-là qui avaient des billets d'instance, ils ont tous fait descendre sur le parterre pour que le parterre ait au moins l'air plein. Mhm. Fait que ça, c'était cool. Mais en même temps, c'était triste parce que c'était vraiment les débuts du grunge. Écoute, quand on arrivait dans le show, ils nous donnaient une cassette promotionnelle. Là-dessus, il y avait, c'est là que j'ai découvert Alice in Chains, il y avait Man in a Box là-dessus. OK. Fait que c'était L'album n'est pas sorti encore. tabarnache. Parce que Alice in Chains, c'est eux autres qui avaient commencé glam, puis ils ont rien sorti là-dessus, puis ils ont vu que ça marchait pas pantoute, puis ils sont revirés de bord. Parce que je sais que dans la tournée qu'ils avaient faite avec Megadeth, puis tout, là, je me rappelle plus comment ça s'appelait cette tournée-là. Clash of the Titans, je pense. Oui, exact. Alice in Chains se faisait lancer des tomates sur stage littéralement, puis la tournée d'après, c'est tout. Écoute, c'était pas le même genre de musique pantoute, Mais non. mais tous les gars des bands tripaient sur Alice in Chains. Tu sais. C'était supposé être Death Angel qui jouait, mais les gars, toute leur Christie de carrière, c'était des accidents de char puis des malchances. Fait qu'ils ont remplacé par Alice in Chains. Puis c'était ironique parce que la tournée d'après Alice in Chains était rendue plus populaire que tous ces groupes-là additionnés. Là. Fait que ça te les a. Hey, parlant de Death Angel, il était censé ouvrir pour Wasp. OK. C'est vu ça? Et puis, finalement, Death Angel ont dû dropper la tournée parce que le chanteur est trop occupé avec Kerry King. Fait que là, les gars du band sont en beau maudit après le chanteur de Death Angel. Oui, parce que. Toi, t'en as pensé quoi de l'album de Kerry King? Pas aimé ça. Ouais, mais ça, ben, ces gars-là savent plus quoi faire depuis Divine Intervention. Je sais pas si. Comment il s'appelle l'album God qui regarde Hates Us All, je pense. Hey, je t'avoue que le dernier bon disque qu'ils ont fait, c'est God Hates Us All. OK. Lui, j'ai vraiment trippé dessus, qui est sorti en septembre 2001, la journée. La journée exacte, le 11 Ah ouais, c'était septembre. sorti cette journée-là? Je l'adore ce disque-là, mais après ça, Christ Illusion, même si Dave Lombardo est dessus, c'est correct, mais tu sais. Puis le reste, Repentless.
J'ai vraiment pas aimé ça. Puis le dernier Kerry King, ben c'est ça que je trouve. Ça ressemble, c'est Repentless 2. Ah, et puis même le chanteur de Death Angel qui donne un tabarnak de voix, une des voix les plus sous-estimées dans le métal. Sur l'Ultra Violence, il lâche des notes que même Rob Halford n'est pas capable de sortir. Puis là, il essaie juste de copier la voix de Tom Araya. Fait que c'est. Nah. Il réussit bien à ce niveau-là, mais les tonnes sont ordinaires. Ouais, On va se le dire. Puis c'est ça, tu sais. Ça, c'était Slayer qui a annoncé que c'était fini. Puis là, ils vont se réunir, mais juste pour des festivals. Là, Motley Crue, que c'est plus Motley Crue, pas en tout, là. Avec Vince Neil qui est aussi gros que moi. Puis là, c'est John Five qui est même pas un gars de Motley Crue qui a l'air d'être la seule personne qui sait le groupe. T'as l'air slim à compter de Vince Neil. Puis ce gars-là, c'était un sex symbole des années 80, là. Hey, t'as pensé à la pochette de Shout at the Devil avec, hey, écoute, il n'y a pas de vente, pas en tout, il est sexy. Même dans le temps que Dr. Feelgood, il était encore, même sur l'album solo, tu sais, ben, maintenant, ça a fait comme pouf. Puis le pire, c'est que ça a fait pomme pouf. Un des cadeaux de Noël que mon frère m'avait acheté, je devais avoir 20 ans, c'est milieu des années 2000 quand ils ont sorti les Carnival of Sins, que c'est un DVD qu'ils ont sorti. Puis moi, je me rappelle d'avoir checké Vince, tabarnak, c'était un monstre, là, genre il était biffé, il avait les bras, les gros bras, pis tout. Qu'est-ce qui est arrivé depuis ce temps-là? Et je l'ai vu ce show-là en passant. Je l'ai vu Okay. au centre d'Ottawa. C'était excellent. Mm-hmm. Excellent. Mais après ça, je les ai revus au Éve Montréal. Le premier Éve Montréal en 2008. Le premier soir, c'était Iron Maiden Ouais. qui clôturait. Puis le deuxième soir, c'était Motley Crue. Et moi, je les avais vus au Centre Bell juste avant, pas longtemps avant, avec Aerosmith. Et c'était pas terrible. Et quand ils ont commencé, ça a duré 4-5 tonnes, puis je suis parti. As-tu déjà vu Comme ça, Aerosmith dimanche. live? Ouais, puis c'était la tournée Honking on a Boo Boo. Ouais. C'était leur album blues. Et puis c'était une tournée blues. Puis sérieusement, moi j'adore Aerosmith, mais je suis parti même pas à moitié du show. Ah, c'est ça parce que c'est combien d'albums après comment il s'appelle l'album Nine Lives qui a Hole in My Soul qui est une des meilleures tunes selon moi d'Aerosmith qui est pas dans Ouais. les premiers albums. C'est 2 ou 3 albums après. Ouais. Puis là, c'est ça. Là, c'était la tune Just Push Play là, qui était qui était le single de Honking in a Bobo. Qui dit, mais puis là, qui ont annoncé le. Au moins, ils font pas une tournée où c'est qu'ils font semblant que Steven Tyler chante puis qu'ils mettent un back vocal. Je trouve ça vénérable. C'est vraiment une question de santé, puis c'est bien correct. Oh, oui, c'est ça. Je trouve ça honorable qu'ils tirent la plug puis qu'ils fassent pas la même gaffe que Motley Crue, là. Motley Crue, c'est ridicule. T'sais, non seulement le gars chante pas ses bonnes notes puis tout, mais il prononce même plus. Sur stage, on dit... C'est n'importe quoi. Mm-hmm. C'est ridicule. Moi, je trouve que c'est rire du public. Puis tu sais, je trouve... C'est n'importe quoi. Je fais un parallèle parce que... C'est pour ça que je trouve ça le fun qu'est-ce qui est arrivé à Gojira, parce que ça va nous en prendre des bandes pour remplacer ça, parce que je veux pas que ça soit juste des Taylor Swift ou des Taylor Swift qui attirent des grosses foules. Faut que le rock continue à attirer. Tu sais, Simonac, Judas Priest sont à 74 ans, ils font encore des tournées. Là, ces bandes-là vont s'étouffer, puis ça prend de la relève. Tu sais, la question qui tue, tu penses quoi de Ghost? J'étais un gros fan de Ghost. Mm-hmm. Gros fan. Je pense que j'ai pas mal tout en vinyle. Mais tu sais, le premier album, moi, j'avais accroché solide. Similaire, même affaire. Le Black Sabbath. Moi, je trouvais ça parfait. J'écoutais ça non-fucking stop. Et puis, un moment donné, quand je les ai vus avec Maiden au Centre Vidéotron, la tournée Book of Souls. C'était super cool, c'était pas long, il y avait un méchant beau décor, c'était parfait. Quand je les ai revus au Centre Bell à Laval, là, c'était trop. OK. C'était juste trop. Puis, depuis ce moment-là, j'ai jamais réécouté un seul album de Ghost.
Je les ai vus au dernier Éve Montréal. Puis ils ont joué 3-4 tonnes. Ils étaient les headliners Ouais. le dimanche. J'ai fait 3-4 tonnes, je suis parti. Je suis plus capable. Parce que j'étais là à cet Heavy Montreal-là, parce que Metal Church était supposé être là. Ils ont cancellé Metal Church depuis 2003. Je les ai comptés, ça fait 8 fois qu'ils annoncent une tournée au Canada, et à toutes les fois, ils cancellent. Écoute, la tournée This Wasted Wasteland, je me souviens plus. C'est comme tu vois guitare, là, This Present Wasteland. Il se présente au Petit Club Soda. Il est censé avoir un show de Metal Church là. C'était en plein hiver, un lundi soir. J'étais comme, hey, regarde, moi y aller. Et j'arrive à la porte, le show est cancellé. Ils viennent au Éve Montréal, le show est cancellé. Ils se représentent une autre fois au Éve Montréal. Écoute, il y a un gars qui passe pas les douanes. Ouais, ça, c'est la grosse rumeur. C'est une rumeur, mais il y a un des bandes dans le groupe, pis il est encore dans le groupe, fait que c'est pas le chanteur qui s'est malheureusement enlevé la vie, là. Hein, C'est le ouais, basement. c'est ça qu'il aurait chauffé sous au Canada. Je mets ça au conditionnel, puis il passe pas aux douanes à cause de ça. Et Exact. je connais un gars, le gars est multimillionnaire, il voulait faire un show privé avec Metal Church, puis il était même prêt à le payer un bassiste de courtoisie pour ce show-là, et ils ont refusé. Puis c'était la palette qui voulait lui donner. Il dit, nous autres, on fera pas ce coup chien-là à notre bassiste, on viendra pas malheureusement. Puis là le guitariste, il a son groupe Hall of Flame qui est comme un band country un petit peu qui tire sur l'alternatif, qui est correct tout au plus. Ils ont appelé ce promoteur-là. On peut-tu venir avec Hall of Flame? Je m'en calisse dans Hall of Flame. Moi, c'est Metal Church que je voulais, là. Puis ils cancellent tout le temps. C'est ça qui m'énerve de Metal Church. Moi aussi. J'ai eu la chance de les voir 2 fois. Une fois avec le chanteur original pour la tournée David Wayne. avec Metallica de Dark. Et je les ai revus avec Michael. Judas Priest dans le album. J'ai malheureusement jamais eu la chance de les revoir après ça. Tu les J'ai as vus 2 bien fois? essayé. 3 fois. 3 fois. Ça n'a pas marché. Fait que, Veux-tu une histoire drôle? Il y a un prêtre qui voulait se rendre ami avec les adolescents de sa paroisse. C'est un prêtre de la Beauce, mais je peux pas te dire quoi. Fait que lui, il a décidé d'organiser un voyage organisé pour Metallica parce qu'il trouvait ça cool parce qu'il y a un band qui s'appelle Metal Church en première partie. Puis il s'est mis à tomber en amour ben raide avec ça. c'est bon aussi. Ouais. Tu sais, tu parlais de Ben Fétiche tantôt. Mhm. Metal Church, là, c'en est un. J'aime pas le dernier. Le nouveau chanteur me tombe ses nerfs. On man. est d'accord, on est d'accord. Ah, c'est. Tout le temps, c'est comme hallucinant qu'un notch, là, tu sais, c'est comme. Tabarnouche. Tu sais, encore là, C'est il a chanté avec Ross the Boss de Manowar avant, là, fait que t'as pas le choix d'être ouais. dans trop extrêmes, là. Ouais, mais c'est comme trop. Tu sais, des fois, trop, c'est pire que pas assez. Hein. Mais dans ce cas-là, c'est bien trop. Puis l'album me tombe sur les nerfs, dommage, parce que les riffs, les tonnes sont bonnes. Mhm. Mais aussitôt qu'il se met à gueuler, c'est que, oh, T'as pensé quoi la première fois que t'as entendu Load de Metallica? ça c'est drôle que tu m'en parles. La première fois que je l'ai entendu, c'était au Barrymore's à Ottawa. J'avais été invité par la compagnie de disques parce qu'à cette époque-là, je travaillais pour Music World. Et puis, dans ce temps-là, on avait tout le temps des sessions d'écoute puis des trucs comme ça. Le band n'était pas là, évidemment, mais c'était le soir avant la sortie. Et puis, c'était le lundi soir, l'album sortait le mardi. Et puis, quand la tune Country a joué, tu sais, le Barrymore, c'était bien plein. C'est une salle qui fait quoi, 1000 personnes à peu près. Ça existe encore d'ailleurs. Quand la chanson Country est partie, le monde huait. C'est un peu, c'est Mama C, je pense. Ouais. Le monde huait. J'en revenais pas. Tu sais, le monde était vraiment. Je pense que le monde s'attendait au Black Album 2 et c'était clairement pas ça. Puis qu'est-ce qui est ironique, là, que pas beaucoup de fans de Metallica savent? La dernière tournée avant qu'ils sortent Load, ils ne faisaient que rire des bands
des bands grunge. Cherchez Metallica Woodstock 94, Alice in Chains Rant. Il faisait des jokes de chanteur de Nirvana qui s'est tiré une balle dans la tête, puis il riait d'Alice in Chains, puis un an et demi après, il sortait un album 10 fois plus cliché que tous ces groupes-là. Là. C'est tellement ironique. Là. Puis des photos. Moi, c'est surtout les photos des gars dans l'album. Hey, ça n'a pas de sens. J'ai vu un documentaire sur Metallica aussi que tu vois qui avait fait une conférence de presse juste pour annoncer le nouveau look. Il parlait même pas de musique, c'était juste pour annoncer le nouveau look. Et il y avait des fans qui se levaient en pleurant cette conférence de presse-là. Mais c'est vrai que c'était quelque chose, là. Kirk avec du eyeliner noir, là... Tu sais, lui puis Lars qui se frenchait, là, ça avait pas passé en esti. On a un gars dans le chat qui nous... Ouais, vas-y. Mais l'autre, maintenant, je l'apprécie beaucoup. J'aime moins Reload, mais l'autre, je le trouve pas pire partout. Ouais, c'est vraiment... Parce que tu sais, t'as Mama C, je pense, je suis pas sûr à 100% Mama quelque chose, là, la tune country sur l'autre, pis t'as Low Man's Lyric sur Reload. J'aime mieux Low Man's Lyric, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans qui détestent au plus haut point Low Man's Lyric. Tu sais, c'est comme Memory Remains, le da-la-da-da, je suis pas capable, ça vient me chercher dans mes os, là. Mais ouais, il y a des bons morceaux sur les deux albums, là, je suis prêt à l'admettre, pis on va faire plaisir à un gars qui écoute sur le chat. As-tu des souvenirs de Pantera? Comme t'as parlé là, sur tournée Far Beyond Driven, est-tu arrivé quelque chose de spécial? T'es arrivé quelque chose de spécial dans le show? Non, ben genre, t'as-tu des souvenirs d'avoir vu Pantera, là? Écoute. Il y a pas... Ben, cette tournée-là, c'était vraiment spécial. C'était impossible quasiment à décrire tellement que c'était heavy. Il avait parti avec la première tune sur Far Beyond Driven. Strength Beyond Strength. Exactement, ça a commencé avec ça et ça n'a pas dérougi. C'était incroyable. Tu sais, c'est comme quand tu vas voir Slayer. Quand tu sors d'un show de Slayer, t'es à moitié fou. Tu es dans le métro, tu cries Slayer. Pantera, c'était la même affaire. C'était au Colisée à Québec, c'était la folie totale. La voix de Phil était là, était au rendez-vous. Écoute, le pit était tellement violent. Dans ce temps-là, j'y allais dans les pits, pas de problème. Mm-hmm. Mais lui, je dit, OK, m'a resté sur mon banc. Oh wow, ok, ouais. Un des pits les plus violents que j'ai vu à ma vie, là, c'était Mon oncle Serge Anonymous. Ça, j'avais été voir ça avec ma blonde dans un bar, puis je protégeais ma blonde, puis je mangeais des coups de coude, puis tout n'importe quoi en arrière de la tête. Tabarnache. Pas plus... Ça m'étonne parce que c'est le genre de show pour ça. Oui! Oui, effectivement. Puis tantôt, je veux rebondir sur une question que je t'ai posée. Tantôt, je t'avais demandé tes pires shows. Moi, mes pires shows, là, mon pire show, c'est Anthrax en 2003. Il faisait la première partie de Motorhead. C'était... Je me rappelle plus quelle tournée qu'il faisait. La tournée We've Come For You All? Ouais, c'est ça, c'était Anthrax et Laconie, We've Come For You All. Motorhead, il y avait-tu sorti Inferno? Je m'en rappelle plus. Ouais, je crois. Oui, je pense que c'était la tournée Inferno. Parce qu'il reste d'albums de fou-braque de Motorhead. Mais moi, j'étais collé sur stage. J'ai des belles anecdotes. Exemple, il y avait une fille à côté de moi qui avait le méga décolleté. Puis, moi, j'étais collé sur stage. Puis là, je sais même pas si j'avais regardé dans le décolleté de la fille. Puis le bassiste de Anthrax est arrivé devant moi, il dit, ce que tu fais là, toi, tu checkes dans le décolleté de la fille. Fait qu'il commence à checker dans le décolleté de la fille. La fille fait ça de même. Le bassiste se revole à terre ses fesses. Parce qu'il s'entendait pas à ça. Frank Bello, là. Ça, c'est un beau souvenir. Mais John Bush s'en calissait, là. Il avait aucune envie d'être là, le chanteur. Moi, j'avais cette liste devant moi. Il nous annonce il était venu à Jonquière. Moi, j'étais à Ottawa dans ce temps-là. Il était venu à Jonquière pour la tournée de Bud Rock, ou je sais plus trop. Mm-hmm. Puis, il avait joué ici, dans un stade de baseball. Le monde avait capoté. Il avait mis le feu à la place. OK. Mais moi, John Bush, je me rappelle, il annonce
Lemmy va être en retard. À soir, il y a eu un trouble aux douanes, puis Lemmy est arrivé 1 heure en retard. Fait que là, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Stressez-vous pas, voulez-vous qu'on vous joue plus longtemps? Là, toute la foule, ouais! Moi, j'avais cette liste devant moi. Les tabarnaks, ils ont skippé Saint-Toun. Ils ont crié. Là, non, John Bush, puis je voyais les gars qui étaient en crise contre John Bush, là. Genre, bon, on va vous jouer telle tune. Là, les gars se regardent. On en skip 2, puis là, John Bush, il les check, on l'a dit, oui, on en skip 2, je suis tanné, ici. Ce show-là m'avait tellement déçu, là. Ils ont même pas fait Metal Thrashing Mad, qui était sur la setlist. Il a coupé Bring the Noise, en tout cas. Ça avait été très décevant. Puis Anthrax, à toutes les fois qu'ils reviennent au Québec depuis ce temps-là, même avec le Joey Belladonna qui est revenu, ils font tout le temps la même hostie de setlist. Ils refont... Aux États-Unis, ils vont jouer des I Am the Law, The Indian, ils arrivent ici, ils jouent pas les calices. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Anthrax puis le Québec, là. Écoute, ils ont joué une ou deux tonnes de State of Euphoria à part le Antisocial puis Puis All in All, je pense, la première, là, Beyond the All qui font tout le temps. Là, ils faisaient Schism pendant le bout qui est sur cet album-là, qui est une fucking bonne tonne. Mais non. Et puis, maintenant, avec Boulevard Brutal, on s'était beaucoup amusé avec Anthrax parce qu'il y était une période où c'était Dan Nelson qui chantait. Ah Tu te souviens-tu de Dan Ah Nelson? oui. Ça a l'air que le gars bulliait les membres de Anthrax, puis il aurait même crissé des claques à la gueule à des membres là, pendant qu'il était là. Un méchant Écoute, personnage. la rumeur veut qu'il avait chié sur le chest de Frank Bello. Ok, je savais pas. C'est pour ça qu'il est dehors. Puis, tu sais, il y en a plusieurs qui l'ont dit. Tu sais, c'est pas une rumeur de même pour le fun. Il y en a plusieurs qui l'ont dit. Écoute, j'y ai même déjà demandé à Dan Nelson, puis il n'a jamais voulu m'affirmer ou m'infirmer. Coucou, Il tu m'a dit, veux OK, ma bite? merci, bonsoir. Oh mon dieu. C'est... Parce que je sais Ça, quand c'est il est sur le chest d'un gars. Tu sais, wouh! ça fait porno allemand, mais ouais. Parce que, ben, et ça, des anecdotes de même, là, tu sais, c'est comme, je sais pas jusqu'à quel point que je peux compter ça, mais j'ai assisté à du monde qui a essayé d'interviewer le chanteur de D-Side. Hostie de marde! Tu sais, des fois, là, t'as des personnes dans le milieu heavy metal qui sont un peu weird, mais des anecdotes de même. C'est comme une anecdote qui m'a fait ultra rire. Moi, j'ai lu la biographie de Motley Crue, puis j'ai la première version. Parce que ils te l'ont censuré sur un hostie de temps, parce que dans la première version, ils parlent d'une affaire, puis tu te rends compte que la fille, c'est une mineure, puis cette histoire-là, ils l'ont enlevé des versions subséquentes. Mais une affaire qui était fucking drôle, qui comptait. Ils ont fait une tournée qui devait être... Je sais pas si t'as vu Motley Crue avec Guns N' Roses? Non. OK. La passe backstage, la photo pour aller backstage, c'était Slash qui était sous-mort à terre avec le chanteur, avec Tommy Lee, le drummer de Motley Crue, qui se mettait ses testicules dans son front. C'était ça la photo pour aller backstage. À Guns N' Roses et Motley Crue. Ça, c'est les années 80, c'est fucking drôle. Tu sais. Il y a d'ailleurs un film qui va sortir bientôt. La bande-annonce est sur les médias sociaux. Nothing je but me a good souviens- time. Exactement. Nothing but a good C'est pas un film, time. c'est une série. J'ai hâte de voir ça. Hein. Ça va être débile. Ah, parce que, tu sais ça, on aurait un peu du glam tantôt, mais tabarnache, les histoires de ces gars-là. Là. Tu sais, tu connais sûrement cette anecdote-là, le bassiste de Motley Crue, Nicky Six, qui compte qu'il est dans sa chambre d'hôtel, ça cogne dans la fenêtre, il l'ouvre, c'est la femme de Bruce Dickinson. Il a faux, mais il sait pas que c'est la femme de Bruce Dickinson, puis le lendemain, il se rend compte, tabarnache, c'est la femme de Bruce Dickinson que j'ai fourré. Puis il dit Bruce Dickinson, il est encore avec cette femme-là aujourd'hui, puis il a écrit l'album Tattoo de Millionnaire contre Nicky Mais Six à il cause fait de ça. avec, mais Ok, puis avec, ok, je pensais. non, il est rendu avec une petite jeune, Bruce Dickinson. Oh! Tant qu'il bat pas, c'était voyons, comment il s'appelle, le guitariste des Rolling Stones? Ah non, le bassman, Ben, c'est un avec des... une fille de je pense. Ouais, c'est ça! Comment il s'appelait? Bill... voyons.
En Bill tout cas, Wyman. Bill Wyman. Ok, ouais, c'est ça, une fille de 15 ans. Tabarnak. Ouais. Mais tu sais, qui est-ce qui ont le. Ted Nugent aussi, Oui! qui est une fille de 17, je pense. Oh, il était de notre jet. Puis tu sais, genre, t'as Aerosmith qui ont. Non, Kiss qui ont Kristen 16. Aerosmith qui ont la tune Jailbait. Attention, la pie. La pie. She's only 17. Winger. C'est ça? Winger, d'ailleurs, que si t'écoutes le documentaire A Year and a Half in the Life of Metallica, ils ont la photo de Winger, puis ils garochent des dards dessus. Puis, tu sais, il l'a dit sérieusement, ça a détruit notre carrière. Parce que Winger, puis ils ont raison, j'ai écouté les albums, c'était des crises de bons musiciens, Winger, là. C'est des malades. Écoute, moi, j'ai vu Winger, le bassman, en show avec Alice Cooper, parce que dans ce temps-là, Winger n'existait pas. Donc, c'était le bassman d'Alice Cooper. OK. Puis, Il chantait, il fait des bons bacs, évidemment. C'est un bon chanteur. She's only se- Puis tu sais, le premier album de Winger est pas trop pire, mais le deuxième, ils ont essayé de copier Def Leppard. C'était mauvais, mais mauvais, là. Tu sais, même à cette époque-là, je suis only 17. Oublie ça, dude. Mais ouais, mais c'était une autre époque, j'imagine. Mais c'est ça. Hey, la première, je sais pas si ça vaut de quoi, mais mon livre de Motley Crue, vu que j'ai la première édition. Mais d'ailleurs, parlons un peu de collection. Toi, c'est quoi les pièces dans ta collection? Ah, attends un peu. Avant que je te pose cette question-là, première question. T'achetais des vinyles dans les années 80, quand le vinyle est mort, les as-tu gardés ou tu t'en es débarrassé? Première question. Je les ai tous gardés. Non Oh. seulement je les ai gardés, mais j'ai continué à en acheter. Puis à un moment donné, j'ai passé comme quand même 10 ans en Outaouais à travailler à Ottawa. Puis il y avait une boutique à l'époque, je te dirais en 97 peut-être, où il y avait un deuxième étage bourré de vinyles. Et, écoute, j'achetais des vinyles, j'allais là avec 2 sacs d'épicerie, puis ça me coûtait 50$, j'avais une centaine de vinyles. Tabarnak. Puis je gâche des affaires qu'aujourd'hui que ça doit valoir les yeux de la tête. Exactement. Tu sais, j'en ai là-dedans là, qui valent une centaine de piastres que j'ai payé 25 cents. Parce que moi j'ai commencé à collectionner le vinyle là, genre 5 ans. Puis j'ai été chanceux pendant un bout, j'avais un emploi assez lucratif qui était pas peut-être humoriste, je tiens à dire. Puis je me suis payé des trips comme j'ai de Banzai, qui est l'étiquette. C'était québécois ou canadien, Banzai? C'était québécois. C'est une étiquette québécoise qui faisait juste prendre tout ce qui était populaire puis un petit peu underground dans le métal puis il sortait ici. J'ai Ouais, du Canada. la seule affaire que j'ai de Banzai que je suis hyper fier, c'est Killing Is My Business de Megadeth. J'ai la version Banzai de ça. Toi, tu dois en avoir en innocent des vinyles Banzai. Ouais, j'en ai quand même quelques-uns, bien que la sonorité n'était pas au rendez-vous. Ok. Mais tu sais, j'ai les 2 premiers Metallica, les 2 premiers Voivod, j'ai du Venom. T'as-tu du Celtic Frost? J'en avais Non, malheureusement, j'en avais en cassette. Puis à un moment donné, j'avais trop de cassettes. Puis je m'étais dit, plus jamais je vais réécouter ça. Puis je les ai vendus. Puis maintenant, ces cassettes-là, ça vaudrait une Parce que fortune. je sais que les vinyles Banzai de Celtic Frost, c'est 500$ et plus à cette heure. Mais, ah ouais, la qualité de Banzai est pas si bonne que ça, tu dis? Écoute, c'est un pressing de marde. On va Ok, se le dire. ok. Et les disques étaient minces. Tu sais, c'était vraiment là. Puis ils donnaient pas une scène où ils ont fourré un paquet de bandes. Si tu parlais à Piggy de Banzai Records, Michael Meese, qui était le propriétaire, c'est le seul sujet qui mettait Piggy en beau Chris. Ok, fait qu'il donnait pas une crise de scène de redevance, rien. Non. Ah, quand même, ça c'est triste, là. Ok, fait que je vais arrêter de praiser ce label-là d'abord. Mais C'est des pièces de collection. J'ai un Raven Live qui doit valoir une fortune. Tu sais, j'ai des trucs de même sur Banzai qui sont complètement capables. c'est quoi les pièces dans ta collection que t'es le plus fier? C'est là que j'écoute le plus. Ah, ok. T'as-tu des box sets où ça t'intéressait pas plus que ça? Pas plus que ça. Ok. Tu sais, écoute, j'en ai des vinyles, j'en ai
de paquet. Puis c'est sérieusement celui-là que j'écoute le plus. Tu sais, des fois, il y a des albums que tu dis, ben, j'ai payé cher, puis tu ne l'écoutes pas. Au contraire des disques que tu as payé vraiment pas cher, mais tu les écoutes au bout. Mhm. Fait que, tu sais, c'est- Fait que toi, mais c'est j'ai ça. des albums. J'ai un album de Richard Desjardins ici qui vaut 250$. Mais tu sais, je le garde rien pour ça parce que je suis pas un fan de Richard Desjardins. Mais je l'ai. Moi, l'affaire qui vaut le plus cher dans ma collection, c'est cette boîte-là de Guns N' Roses, la version hyper fan de. Voyons, Appetite for Destruction. Mais tu sais, encore là, ça vaut cher. Tu sais, ça dit que ça vaut Oui. 900$, mais je suis même pas sûr que je suis capable de le vendre 400$ si j'essaie de le vendre. Là. Mais Appetite for Destruction, meilleur album rock and roll, à mon avis, Ah, je de tous les t'ostinerai pas temps. longtemps là-dessus. Je t'ostinerai pas longtemps. Il y a des jours que je me demande si j'aime plus Shout at the Devil qu'Appetite for Destruction, mais. Ok, toi, Et c'est je te Appetite. jure, là, à chaque fois, même affaire pour mon épouse, à chaque fois qu'on entend Rocket Queen, moi, les poils se lèvent sur mes bras, man. C'est la meilleure tune du disque. Quel classique. L'orgasme qu'on entend dans Rocket Queen, c'est un vrai orgasme. Axel Rose a emmené sa blonde dans le studio puis il l'a Mais, bagné. non, apparemment, c'est pas sa blonde, c'est la blonde d'un autre gars dans le band, mais c'est des rumeurs. Moi, c'était Axel Rose qui avait dit en entrevue comment tu fais pour te pogner des femmes? Il dit c'est bien simple. J'attaque slash pass out puis je ramasse la fille qui était supposée de se pogner. Une autre pièce que je suis bien fier, là, la patente brune qu'on voit là, c'est une édition ultra limitée de Rust in Peace de Megadeth. OK? Christy de bon disque. Attends un peu, ça vaut à peine que j'aille la chercher une seconde. En passant, je tiens à dire, toi, je sais pas si mon son il est de la merde, mais j'ai un micro parce que qu'est-ce qui arrive, comment que je marche pour le podcast, c'est que j'ai un micro pour que toi tu m'entendes, puis j'ai un micro pour que le public m'entende. Parce que je me suis rendu compte que ça faisait des conflits là, si j'utilisais le même micro pour les deux. Fait que si toi tu te dis, mais ça me son son il est boboche pour un gars qui veut faire un podcast, c'est pour ça. Je vais te montrer l'édition. C'est genre, c'est comme un coffret, c'est Rust in Peace, c'était un store display. Là, c'est sûr qu'il est un peu brisé, là, mais genre, ça ouvrait avec Vic Rattlehead puis le CD de Rust in Peace en arrière. Ça, c'est une. C'est pas qu'est-ce qui vaut le plus cher, mais admettons, c'est tellement de mes abonnés fétiches Rust in Peace que d'avoir cette édition-là, là, c'est quelque chose que je suis content. Ben, c'est ça. Hey, c'est une vraie belle pièce, puis tu sais, tu ne retrouveras jamais ça. Ben non, c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais ça qui est un peu tannant pour collectionner de la musique. Parce que toi, tu as eu la chance d'être aux bonnes places au bon moment pour acheter les albums que tu aimes tout. Sauf que là, c'est un site, le CD, c'est encore abordable. Si tu veux collectionner, là, moi je dis au monde, collectionne le CD. Le vinyle, là, je sais pas si tu as suivi ça un peu, là, c'est. Premièrement, tu as eu Fear Factory qui ont sorti deux albums, c'était genre 85$ par album. Là, je trouvais que c'était disgracieux. Puis là, t'as Twisted Sister qui a poussé l'audace. Ils ont fait une. Ils arrêtaient pas de se faire écœurer pour faire une reissue de Under the Blade, qui est un très bon album selon moi de Twisted Sister. 120$ US pour un album. Et c'est ça qui arrive, parce que moi et ma conjointe, on a organisé pendant des années le salon du disque ici à Chicoutimi, où ce qu'on faisait venir des vendeurs de vinyle. Puis tu sais, à cette époque-là, quand on a commencé, tu sais, les prix étaient bas, puis tout ça, puis le monde arrivait avec un sac d'épicerie pour 200$, il y avait un paquet de disques, mais c'est devenu ridicule, les prix. C'est ridicule. Écoute, ça n'a pas de sens. Tu sais, des albums que normalement auraient été vendus 5$ usagés, à ça, les vendent 25$. Pourquoi? Puis là, t'arrives chez toi et puis scratch. En plus, Moi, fait que je te mentirais si je te disais que j'achète pas de CD. J'en achète encore.
Ah, moi, j'achète. Présentement, c'est presque plus du vinyle, c'est uniquement du CD. On le voit pas autour de moi, mais il y en a un peu là, mais il y a du CD partout. J'en ai au-dessus de 2000. Parce que, J'ai encore mon lecteur CD, puis écoute, je vais le garder toute ma vie, là. C'est ah, clair. moi, j'ai mon Discman. Là, j'ai recommencé à prendre des marches. Là, tous mes fans vont dire ça paraît pas, je le sais. Puis je me promène avec mon Discman. C'était parfait, 10 semaines. C'était parfait. Ouais, mais fallait pas que tu pognes de boss. Non. Ah, En autobus, des fois, c'est rough. mais attends un peu. À la fin, c'était pas pire. À la fin, tu pouvais faire ça de même, puis ça Ah jouait. oui. Mais au début, là, Oui. tu faisais juste ça de même, puis ta tune skippait pendant 30 secondes. Les derniers qui ont sorti, il y avait comme une mémoire vive. Mhm. Fait que si ça skippait, il avait déjà enregistré un peu. Fait qu'il était capable de le remettre. Te rappelles-tu la première fois que t'as vu le CD arriver? Parce que ça a même arrivé assez tôt dans les années 80, mais ça a pris du temps avant que ça remplace le vinyle. Oui, première fois que j'ai vu un CD, Stanley Chum, en fait, qui avait acheté un lecteur CD, puis il y avait l'album de Marjo. OK? C'est là qu'il va. Puis après ça, ben, moi, je m'en ai acheté un, puis là, je me suis acheté un paquet de CD. Le premier que j'ai acheté, c'est Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Ah, Puis c'était en quelle année, ça, à peu près? 88, 89. Puis ça coûtait comment un CD? Puis mettons, au fin des années 80, début des années 90, ça pouvait coûter Ah oui, comment? très cher. Au début, ils vendaient très cher. Maintenant, ça a baissé un peu, mais ça valait comme 25,99. En général, c'était quand même assez Dans cher. les années 80, avec l'inflation, aujourd'hui, c'est un 40-50 piastres, là. Ouais. Puis un vinyle, c'est comment? Pardon? Un vinyle, c'est combien dans ces années-là? Ben, ça commençait à baisser de plus en plus parce que les magasins de disques essayaient de se débarrasser de le vinyle. Ça fait qu'écoute, j'ai acheté des albums de Beru. J'ai un album de Beru ici, Macadam Massacre, qui vaut 120 piastres, je pense. J'ai payé 2 piastres. Tu sais, scellé tout. State of Euphoria, même affaire, payait ça 2 piastres. Tu sais, il donnait le vinyle, là, Ah, carrément. C'est que c'était la bonne époque en ben, tabarnouche. j'espère. Puis tu sais, c'était quoi les gros magasins de disques dans le temps? Y avait-tu des chaînes HMV, ça existait-tu ou pas encore? Ben non, ici, il y avait Polisson, il y avait Québec Ah, Disque, Polisson, c'était une il y chaîne, on en avait, avait un à Thetford. J'ai tout à pensé que c'était juste un magasin. OK. il y avait A&A, puis après ça, ben Music World est arrivé à Chicoutimi. C'est là que j'ai commencé à travailler pour eux autres. Puis toutes ces petites boutiques-là, ils ont toutes disparu. Après ça, HMV est arrivé, Archambault, ainsi Ouais. de suite. À HMV, là, à un moment donné, il avait fait un statement à leurs employés. Il dit: nous autres, comment on va se faire pour se démarquer des autres? On va ne vendre que des CD. Puis on vendra rien d'autre que ça, que des CD. 6 mois après, ils ont commencé à mettre les DVD et toutes ces cochonneries-là. Là. Ben oui. Puis écoute, c'était vraiment très drôle. Eux autres, les politiques, c'est qu'ils reprenaient n'importe quoi. Que moi, je recevais des play copies au magasin, là, tu sais, avec une coche dans le coin, pour te dire, ben, c'est le label qui t'envoie le disque. Puis j'ai ramassé, tu sais, tous ceux-là que j'aimais pas, j'allais au HMV, puis je me faisais échanger contre un autre disque. Oh, wow! Je suis pas né dans la bonne époque, pas en tout. Puis d'ailleurs, La même des années 90. là, je vais te poser une question nichée en tabarnache. Justement, parce que tu collectionnes les CD, puis tous les groupes de collectionneurs de CD, à toutes les semaines, t'as quelqu'un qui poste de quoi sur le disc rotting, là, les CD qui se dégradent, puis tout. Y a-tu un de tes CD y a-tu une couple de tes CD qui sont plus réparables, puis ont scrappé? Non, hein? Non? Aucun. Aucun, parce que je lui faisais très attention. Très attention, même si j'ai eu beaucoup de déménagements dans ma vie. Tu sais, je suis parti de Saguenay à Ottawa, à Montréal, Saguenay, en tout cas, Mhm. j'ai fait beaucoup de déménagements dans ma vie, mais je faisais vraiment attention. Je les mettais dans des boîtes, puis je m'assurais tu sais, qu'ils étaient pas pour se faire casser. Non, ma collection est mint. Là. Ouais, parce que moi, dans tout ce que j'ai acheté, j'ai un album de Gwar que j'ai ma surfaceuse personnelle à moi, là, puis il n'y a pas rien à faire avec cet album-là, c'est vraiment du rot, là, genre, c'est la colle dans le CD qui s'est dégradée, mais à part cet album-là,
Non, je te dirais que, mais apparemment, dans une trentaine d'années, ça se pourrait que ça efface. C'est ce que j'ai lu, non? Écoute, j'ai un peu de misère à croire ça. Tu sais, ça se peut avec les CD copiés, là, ça c'est très possible, mais des CD originaux, j'en doute. Ouais, probablement. Puis, tu sais, c'est comme, je suis un peu aussi le domaine du vieux jeu vidéo, puis tu sais, j'ai des amis qui ont des disquettes noires vraiment floppy puis tout, puis ils marchent pas toutes par exemple là, mais ça marche encore. Je me dis, si ça, il y en a encore qui marchent, le CD, on a encore un méchant temps. Hey, un gros merci d'avoir accepté l'invitation de venir à mon Otso podcast. Écoute, c'est comme si je venais de jaser avec un chum pendant 2 heures. Ben, c'était ça le but. Parce que je vais avoir deux podcasts, mais je vais avoir ces podcasts-là, c'est que j'ai des discussions avec des passionnés, des passionnés de musique, pas juste le heavy metal. Puis aussi, je veux recevoir toutes les bandes québécois, parce que qu'est-ce que je trouve dégueulasse au Québec, on a tellement une belle scène métal, mais nos médias s'en calissent, s'en sac comme dans l'an... Tu sais, genre... Hey, parle-moi pas là-dessus. Bon, vas-tu vouloir revenir jaser avec moi un de ces quatre? Écoute, c'est sûr, moi j'attends ton invitation et je suis de retour immédiatement. Ce fut un plaisir parfait. Ben, parfait. Fait que, un gros merci. Fait que là, parle-nous un peu de ta chaîne. Si on veut te suivre, on fait quoi? Pas dur. T'es allé à 3345 sur YouTube. Vous allez voir ma face, vous allez me reconnaître. C'est très facile. Abonnez-vous à ma page, ça va me faire plaisir. Je suis sur le bord de pogner je suis sur le bord de 1000, je pense, là. Donc, ça me rapporte rien pour le moment, mais éventuellement, j'aimerais bien ça, tu sais, quand je vais tomber à la retraite, tu sais. T'as acheté un yacht avec l'argent YouTube, avec le YouTube Money. Puis, tu sais, c'est pas ça. J'ai pas de page pour mettre des gumbears dans mes fesses, mais j'ai au moins une page YouTube. Ouais, une page Facebook ou Instagram, ça pourrait être intéressant, là. Je dis ça de même, là, parce que moi, je suis en train de voir une grosse différence dans mes shit depuis que j'ai commencé à poser sur les Instagram et TikTok de ce monde, là. Tu sais, t'es une personne hyper intéressante, t'es passionné de musique, fait que dans tes critiques, ça se sent aussi. Puis tu parles des nouveaux albums actuels, tu fais des graphies. Fait que, tu sais, autant que ça vous tente juste de passer le temps d'écouter un gars qui parle du métal ou vous voulez découvrir de la musique, ça vaut la peine d'écouter tes vidéos. Oui, parce que j'aime ça retourner vers le passé, mais moi, ça me prend tout le temps, ça me prend tout le temps, tout le temps de quoi écouter. Puis, à cause de toi, j'ai envie d'écouter l'album Fly on the Wall des CDC que j'ai pas encore écouté parce que le cover me faisait trop peur. Hein, tu vas voir, c'est bon. Fait que le podcast s'arrête là.